Ok, super, merci. Donc, on va reprendre ensemble. Avec Sébastien, on vous a préparé un petit visuel qui est plutôt là pour être un support à ce qu'on va pouvoir se dire, parce que, bien entendu, enfin, voilà, tout n'est pas écrit sur ce qu'on va pouvoir vous partager. L'important, c'est l'échange qu'on va pouvoir avoir ensemble. Je ne sais pas si la notion de pointure, enfin, je ne sais pas, tu reviendras aussi dessus, peut-être, Sébastien. Euh, voilà, on est vraiment avec toute humilité à travailler sur ce projet et à apporter un peu notre questionnement, mais vraiment avec humilité. Et n'hésitez pas, en tout cas, après, à nous poser aussi des questions par rapport à ce qu'on pourra vous présenter là. C'est vrai que si vous pouvez peut-être... alors, soit au fur et à mesure, il y a des questions qui vous viennent et vous pouvez peut-être les marquer dans le chat et on les reprendra après. Et puis sinon, de toutes les manières, après, on pourra voilà, avoir un temps assez libre d'échange. Du coup, Sébastien, tu voulais dire quelque chose pour commencer? Pas du tout. D'accord, La présentation était très claire. Je te laisse prendre la parole, comme nous avions décidé de le faire par ailleurs. exactement. Et j'enchaînerai. Voilà, exactement. Alors, juste pour vous dire que donc nous, là, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est valorisons notre travail, osons être inspirants. Voilà, à notre échelle, en tout cas, on va essayer de vous montrer comment est-ce que eh bien, on peut s'enrichir les uns les autres en tant qu'enseignants et on peut contribuer finalement à prendre appui sur le travail des uns et des autres et nous aussi, finalement, à donner un peu de valeur à ce qu'on peut faire. Et alors, juste pour vous... Ah, ça... Attendez, ça va venir, je pense. Hop, voilà. Alors, juste quand même, Evelyne en a un petit peu parlé, mais vous remettre dans le contexte par rapport à ce point de départ, c'est vrai que l'année dernière, donc à la rentrée de septembre, on a eu la chance d'être un territoire pilote sur les territoires numériques éducatifs. Donc, pour rappel, hein, il y avait 2 départements qui avaient été choisis à ce moment-là. Et puis, en fait, l'État voulait tester, faire une expérimentation à grande échelle sur équiper de manière massive un département, donc équiper d'un point de vue matériel, et également donner un financement pour une formation, et puis de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir le transformer. Alors, juste pour vous dire, et là, je pense que c'est aussi mon regard en tant que chercheuse, mais tous les plans numériques, en fait, jusqu'à présent, il faut le savoir, ont tous été des échecs. C'est-à-dire que naturellement, un plan de ce type-là va vers l'échec, c'est-à-dire que ça ne prend pas, c'est naturel. Donc, dès le début, on s'est dit, OK, on prend les rênes du bateau, mais qu'est-ce que nous allons pouvoir essayer de faire pour dévier la trajectoire et ne pas forcément voilà, aller vers un mur. Parce que là, ce qui était livré, c'était vraiment tel quel, c'était juste une formation, enfin, c'était du financement pour une formation et du matériel. Du coup, Sébastien? Oui, alors, du coup, je prolonge. Donc, c'est vrai que pour revenir peut-être à l'origine du projet, donc, on se rencontre avec Stéphanie il y a 1 an et demi. Et dès le départ, dans le cadre de ce projet Territoire numérique éducatif, il y a l'idée de réaliser une série de vidéos. Mais voilà, ça soulève plein de questions. On ne sait pas encore exactement quel va être le contenu, la forme de cette série, l'esprit, pourquoi faire, qu'est-ce qu'on va montrer exactement. Donc, il y avait ce désir de passer par le média audiovisuel, mais sans bien savoir encore quelle forme ça allait prendre. Et puis, effectivement, comme Stéphanie vient juste de le dire, on avait vraiment bien en tête que TNE, c'était un nouveau plan numérique d'État et qu'il y en avait déjà eu beaucoup et que tous les plans précédents ont été des échecs. D'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant de Laurent Tessier qui s'appelle «Éduquer au numérique», vous l'avez peut-être lu, qui précisément fait l'histoire de ces échecs qui sont un peu tragicomiques. Et donc, on s'est dit, il faut absolument, au fond, sortir de cette espèce de fascination pour l'outil, parce que voilà, nos conversations du début, c'était ça, c'est de se dire, ce qui est un peu en creux dans les plans numériques précédents, c'est l'idée qu'au fond, il suffirait presque de mettre un outil dans une classe pour engendrer comme ça presque
magiquement, spontanément, des pratiques pédagogiques innovantes, des expérimentations, etc. Et on sait bien que ça ne fonctionne pas. Donc, assez vite, on s'est dit qu'il faut qu'on prenne le contre-pied de ça, qu'on détourne l'iceberg. Et puis, pour eh bien, sortir de cette fascination pour l'outil, s'intéresser aux usages pédagogiques qui sont faits de l'outil numérique. Et donc, ça voulait dire avoir une approche vraiment pédagogique et assez peu technique, considérant que l'outil, c'est d'abord un moyen et pas une fin en soi. Et puis, donc toujours autour de ce projet de série de vidéos, on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant aussi, eh ben, c'est de faire une espèce d'état des lieux, une photographie de ce qui se fait aujourd'hui sur le territoire. Donc, pas partir de ce qu'il faudrait faire, un peu en mode descendant, mais montrer et du coup valoriser ce qui se fait déjà. Hein, en gros, la question, c'est vraiment, c'est quoi les pratiques numériques des profs aujourd'hui? Voilà. Et donc, du coup, voilà, toujours dans le cadre de cette réflexion, on s'est dit, bon, ben voilà, on va initier une série de portraits et ces portraits vont être l'occasion de rencontrer des enseignants qui sont engagés dans des projets au sein desquels le numérique, l'outil, les nouvelles technologies ont une place centrale. Et puis, on va s'intéresser, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de se dire, on va s'intéresser davantage à la démarche qu'au résultat lui-même. Ce qui nous intéresse, nous, c'est au fond l'intention, ce sont les objectifs pédagogiques qu'il y a derrière, vraiment. Donc on s'est intéressé assez vite à des projets qui n'avaient pas forcément beaucoup de technicité. Hein. Notre idée derrière, c'était qu'on se dise, le spectateur, c'est-à-dire l'enseignant qui regarde cette vidéo, quand il la regarde, il se dit, ah, mais c'est super ça, mais moi aussi, je peux faire ça et je veux faire ça. Donc, il y avait vraiment immédiatement cette idée de, à la fois, partager des pratiques et puis de susciter l'envie de pratiquer ou de faire la classe un peu autrement. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, ça voulait dire plusieurs choses. Hein. Ça voulait dire pas forcément faire des portraits de super profs, même si les profs qu'on a rencontrés sont super, mais ce ne sont pas des super profs, c'est des profs normaux. Il y a quelque chose, il fallait que ça soit, c'était important pour nous que ce soit des gens accessibles et que les projets ne soient pas non plus très compliqués et très techniques, mais que les projets, eux aussi, soient accessibles. Et qu'il y ait une espèce de, comme ça, on pourrait dire, de potentiel de transférabilité de ces projets. Donc voilà, donc derrière la photographie, pour synthétiser, notre idée, c'était de voir des profs, de rencontrer des profs et de rencontrer et d'être mis en contact avec des projets dont on puisse s'inspirer. Et du coup, il y a vraiment la question du casting qui s'est posée dès le début. C'était de se dire, mais comment trouver des profs? Comment les sélectionner finalement ce qu'on allait pouvoir voir? Et donc là, eh bien, la première étape était de se dire, moi, j'habite dans le territoire, j'habite dans le Val d'Oise, et donc la première étape, ça a été mon cercle finalement. C'est les premières vidéos que vous avez pu voir, ce sont les vidéos des enseignants de mes enfants, tout simplement, parce que je savais ce que ces personnes faisaient dans leur classe. Je connaissais aussi le potentiel que ça pouvait avoir sur d'autres enseignants. J'avais cette intuition-là. Et donc vraiment, le premier cercle, les premières vidéos, ce sont des enseignants que je connaissais, des enseignantes que je connaissais très bien. Et puis ensuite, parce que je n'ai pas non plus 30 enfants, donc il a fallu ouvrir davantage. Et là, ça a été un petit travail de fourmi. On a commencé ensuite à ouvrir ces vidéos aux personnes qui faisaient partie du COPIL. Donc le COPIL, c'est le comité de pilotage qui conduisait, qui pilote toujours d'ailleurs, le projet des territoires numériques éducatifs. Moi, je suis là en tant que chef de projet, mais je dirais plus facilitatrice au sein de ce groupe, plutôt que chef. Ça me convient mieux, en fait, cette position-là. Et donc, ce groupe qui est composé d'enseignants, de chefs d'établissement, de parents d'élèves et d'élèves, eh bien voilà, ça a été aussi notre vivier, puisque à l'intérieur, nous avons pu trouver des enseignants qui vivaient en tout cas des projets, et donc que nous sommes allés voir.
il y a quand même une chose aussi qu'il faut dire par rapport au début, et ça c'est important sur les projets que l'on a à mener, juste vous dire que vraiment on ne savait pas où est-ce que nous allions. On ne savait pas quelle était si on allait réussir tout simplement. Et il y a un côté comme ça très lâcher prise par rapport à ce projet et qui peut être très déstabilisant quand on est quand on mène un projet, c'est très déstabilisant de se dire je ne sais pas où est-ce que nous allons le construire ensemble, nous allons le construire au fur et à mesure, mais je ne sais pas. Peut-être que ça va nous emmener à gauche, à droite, peut-être au milieu, enfin voilà. Mais on ne savait pas. Et vraiment, avec Sébastien, on s'est laissé porter aussi par ces rencontres, par les projets, comment dire, cet effet un peu boule de neige. C'est très déstabilisant d'être dans cette démarche-là. Et en même temps, quand on voit le résultat, quand on regarde un petit peu en arrière, eh bien, c'était aussi hyper excitant de fonctionner de cette manière-là. Et puis, ça se construit ensemble. Oui, c'est vrai, si je peux continuer, c'est vrai que c'était assez excitant et perturbant. On a vraiment avancé, pour reprendre un terme que j'aime bien, de manière complètement itérative, c'est-à-dire vraiment on fait 3 pas, on s'arrête et puis on se dit, bon, maintenant, c'est quoi notre chemin? Ah ben, on va plutôt aller à gauche. Hop, on refait 3 pas, puis tout d'un coup, on rencontre quelqu'un ou dans un établissement, parfois complètement par hasard. Il y a des portraits qui sont faits totalement par hasard, c'est-à-dire on va dans un lycée, on fait le portrait d'un enseignant, ensuite on va prendre un café dans la salle de classe, il nous présente quelqu'un, la personne nous dit « Ah bah tiens, c'est marrant, moi dans mes cours d'histoire géo, je fais ci et ça », et on nous dit « Ah mais c'est génial, mais prenons rendez-vous ». Et donc on a avancé vraiment comme ça, petit à petit, donc c'était assez chouette en fait comme façon de fonctionner. Enfin, moi, et c'est encore d'ailleurs un peu le cas sur la… Enfin voilà, ça a été comme ça pendant un an, plus d'1 an et demi. Alors, très concrètement, moi, je voulais vous dire peut-être 2 mots sur la façon dont se construisent ces vidéos. En fait, il y a 3 temps. Le premier, c'est vraiment systématiquement une rencontre qui s'est faite toujours par visio, une rencontre de préparation, donc en amont du tournage, avec pour nous 3 objectifs au cours de cette… En général, c'est des visios qui durent 1 heure, 1 heure et demie. En général, il y en a une, mais ça arrivait très souvent qu'il y en ait 2 ou 3. Donc, il y a un temps de préparation comme ça en amont. L'idée pour nous, c'est à la fois de se connaître, d'apprendre de rencontrer la personne dont on va faire le portrait avant d'arriver dans son établissement. La deuxième idée, c'est évidemment de comprendre son projet un peu intimement, hein, quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce que cet enseignant a ce projet, pourquoi cet enseignant a ce projet. Et en fait, c'est toujours intéressant de se demander, de poser la question aussi des origines du projet, d'où est-ce que ça vient, quel est le parcours de l'enseignant, parce que souvent, on se rend compte que ce n'est pas qu'un projet, c'est-à-dire que derrière le projet, il y a toute une réflexion sur ce qu'est le métier de pédagogue et sur sa propre pratique professionnelle. Et il y a toute une histoire qu'on peut déplier à partir d'un simple projet qui va s'étendre sur quelques séances, parfois une seule séance. Je pense notamment, par exemple, à Cyril, qui est un enseignant de mathématiques, un collège-lycée. Et quand on fait la visio avec lui, Cyril nous dit, on discute de tout, de rien, il nous parle de son projet. Puis vers la fin de l'entretien, il nous dit, moi, en fait, petit, j'ai très mal vécu mon métier d'élève parce que je m'ennuyais profondément. Et je sens que toute mon énergie et mon ambition d'enseignant aujourd'hui, eh bien, c'est d'éviter cet ennui à mes élèves et donc de proposer des scénarios pédagogiques dans lesquels il y a du plaisir, il y a de l'engagement, il y a de l'implication. Donc tout ça, ces temps de rencontres en amont, ils sont vraiment intéressants. Et d'ailleurs, pour certains projets, c'était assez intéressant parce que il y avait certains projets qui étaient très embryonnaires en fait. Quand on a rencontré certains enseignants, je pense notamment à des jeunes profs. Et du coup, ça a été l'occasion pour Stéphanie et moi de co-construire le projet qui était encore peut-être au stade du désir, de l'envie.
mais qui n'était pas encore comme ça formellement très établi. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps qui est un temps de tournage. Et le tournage, il se produit toujours quasiment de la même manière. Hein. C'est un entretien avec l'enseignant qui est le fil rouge de la vidéo à venir, qui va nous parler et de lui et de son projet, et puis une séance de classe, hein, dans laquelle se déploie le projet qui va permettre de raconter le projet. Voilà, donc avec cette idée toujours d'associer la théorie et la pratique dans la vidéo une fois qu'elle sera finalisée. Et puis le troisième temps, c'est le temps de montage. Alors, je ne vais peut-être pas trop en parler parce que ça, c'est des choses un peu techniques. Peut-être on en parlera après si ça vous intéresse. Mais voilà, donc c'est toujours construit de cette façon-là, hein, une vision en amont qui est vraiment essentielle, un temps de tournage. La vision en amont, je ne l'ai pas dit, mais elle permet aussi de préparer tous les aspects très pratico-pratiques du tournage. Hein, où est l'établissement, est-ce qu'on peut garer la voiture, où on peut déposer le matériel, quand est-ce qu'on tourne, la disponibilité des salles, les demandes d'autorisation aux chefs d'établissement, aux élèves, aux adultes qui vont éventuellement apparaître à l'écran, etc., etc. Donc, il y a aussi un niveau très pratique. Et puis, peut-être juste pour terminer sur le montage, au-delà des aspects techniques, moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est que ça ne soit pas que le portrait, ça ne soit pas que la description d'un projet, mais que la vidéo soit aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un. Voilà. Que ce petit film-là, même si c'est un format très court, ça soit l'occasion pour le spectateur, pour l'enseignant, parce que c'est à eux que ça s'adresse, qui regarde cette vidéo, d'une certaine manière, de rencontrer une personne. Et d'ailleurs, par rapport à cette rencontre, pour nous, il est vraiment très important d'établir un lien de confiance avec l'enseignant. C'est-à-dire que on ne peut pas, on ne peut pas rentrer dans une classe sans qu'il y ait ce lien qui ait été créé en amont. Il faut absolument qu'il y ait cette notion d'empathie, c'est-à-dire que nous, naturellement, on n'est pas du tout là pour juger ce qui est fait, on n'est pas du tout là pour donner des ordres ou des conseils, ou en tout cas, si on le fait, c'est vraiment plus dans une élaboration de co-construction avec l'enseignant que quelque chose de très descendant. Et je dis ça, c'est important parce que ce soit Sébastien ou que ce soit moi-même, nous avons par ailleurs, nous sommes aussi formateurs à la Cato, et donc nous avons régulièrement des étudiants ou des enseignants en formation continue. Et donc pour nous, c'est des postures différentes. Là, on est vraiment là pour faire avec. Et on n'est pas dans c'est toujours un peu schématique, mais on n'est vraiment pas dans quelque chose de descendant, mais on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus horizontal. On construit avec la personne. Et puis ce que disait Sébastien, c'est vrai, c'est-à-dire qu'au-delà du prof que l'on va rencontrer, c'est avant tout une personne. Et chacun nous laisse un petit morceau de sa vie, en fait, de sa manière d'être. Et puis, il y a toujours quelque chose d'assez sensible, en fait. On n'est pas enseignant pour rien. On a quelque chose qui nous habite lorsque nous sommes enseignants, qui vient souvent de notre enfance et de nos habitus, en tout cas de notre manière d'avoir vécu l'école et l'enseignement, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, parce qu'on a eu un peu les deux cas, enfin il y a toujours les deux cas, et donc ça c'est important que cela puisse aussi, voilà, nous ne sommes pas que des enseignants lambda, nous sommes des êtres sensibles et nous faisons classe avec notre sensibilité. Et d'ailleurs, voilà, par rapport aussi à cette question d'empathie et de climat de confiance, Sébastien parlait de l'entretien. Rien que vous imaginez peut-être que de passer devant une caméra et de répondre à des questions, ce n'est pas forcément évident. Il y a des personnes qui ont fait cet exercice, qui sont présentes ici. Voilà. Ce climat de confiance, donc il se fait pendant la visio, mais il se fait aussi par l'accompagnement et notamment l'envoi des questions en amont pour que voilà, il n'y a pas de surprise en fait. On ne vient pas filmer par surprise. Il y a tout un conditionnement qui est là derrière. Et peut-être, juste pour prolonger ce que tu viens de dire, c'est que, par exemple, un des éléments très concrets de la mise en place d'une relation de confiance, c'est d'envoyer les questions en amont, par exemple. Ça peut paraître tout bête, mais c'est important
pour les personnes dont on fait le portrait, d'avoir du temps et de savoir sur quoi est-ce qu'on va les interroger, de quoi on va parler, qu'ils puissent préparer aussi leurs réponses. Voilà, donc ça, c'est un petit élément, par exemple, qui est pour nous qui était important, que les personnes ne soient pas surprises. Mais c'est vrai que je pense que ce qui a facilité les choses dans tous ces tournages qu'on a fait, c'est que c'est en fait c'est notre position, c'est-à-dire que nous, on n'est pas à l'institution, on est des pairs, on est aussi des profs. Voilà, Stéphanie et moi, on a enseigné pendant des années dans des écoles, hein, on était tous les deux profs des écoles. Aujourd'hui, on est formateurs, mais au fond, c'est ce qu'on continue à faire, c'est un peu la même chose. En tout cas, les questions qui sont soulevées dans ces vidéos sont des questions que nous-mêmes, on continue à se poser comme enseignants et formateurs d'adultes. C'est la question de l'engagement de l'apprenant, du travail de groupe, de comment mettre en place voilà, des scénarios efficaces, comment faire en sorte qu'on soit vraiment acteur de ces apprentissages, voilà, de gérer l'hétérogénéité éventuelle d'un groupe, etc. Donc, toutes ces questions-là, qui sont des questions qui traversent l'ensemble de ces vidéos, sont des questions que nous aussi, on se pose. Et donc, du coup, c'était assez passionnant pour nous parce qu'on ne fait pas que produire quelque chose qui est extérieur à nous. Il y a un espèce d'effet d'écho ou d'aller-retour entre les vidéos et notre propre pratique, ou un effet miroir, peut-être on pourrait dire ça. C'est-à-dire que ça permet voilà, de poser des questions qui sont des questions personnelles, qui sont nos questions professionnelles, et de leur donner une forme par le détour de ces portraits. Et du coup, voilà, il y a vraiment quelque chose, enfin, notre positionnement, c'est vraiment, si vous voulez, pour nous, il y a presque cette notion de trésor. On nous confie un trésor et on le met en valeur, ce trésor. Mais voilà, c'est d'ailleurs, quand je parle de ces vidéos, quand on en discute, même au sein de réunions, j'ai une tendance à parler, voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est notre trésor. J'emploie vraiment ce terme-là. Donc maintenant, par rapport aux projets qui sont présentés, donc, on a voilà, un panel d'enseignants. Ce qui était hyper important pour nous, parce que là, comment dire, eh bien, on doit répondre à tous les enseignants. On doit répondre à tous les enseignants du diocèse. Et donc, ce qui était important, c'est qu'on puisse avoir des témoignages des enseignants qui soient de la petite section jusqu'à la terminale, et voire même là, elles ne sont pas encore tournées, mais on va bientôt les tourner, on va bientôt tourner dans un lycée professionnel, donc avec des élèves même majeurs, enfin largement majeurs. Mais c'était important que les projets aient une grande diversité, qui puissent couvrir un peu tous les niveaux de classe, un peu toutes les matières aussi, différents établissements. Ce qui est intéressant derrière, et on s'en est rendu compte, notamment avec une personne que nous avons filmée en petite section qui travaillait sur l'oral, c'est que le même thème, on a pu le retrouver en terminale. C'est-à-dire que ces deux enseignants, un en petite section, un en terminale, eh bien, travaillent la même chose, travaillent le même thème. Et donc, du coup, on peut très bien se dire qu'il y a des choses que vous allez pouvoir voir dans une classe voilà, en primaire, mais que l'on peut réadapter. Un travail en atelier en primaire, par exemple, c'est assez intéressant, ou une classe flexible. Ça peut être intéressant, en tout cas, de se questionner, mais tiens, au collège, au lycée, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Comment est-ce qu'on pourrait l'adapter? Voilà, donc c'était vraiment d'avoir un petit peu, d'avoir un peu tout par rapport à ces projets. Sébastien, tu veux prendre la suite ou Oui, je veux bien. Donc oui, donc c'est vrai qu'on a fait ça. Les vidéos, ça va vraiment de la petite section à la classe de terminale. On a tous les niveaux de classe, plein de types d'établissements, plein de disciplines différentes aussi. On était très contents de pouvoir filmer des profs de sport, par exemple, parce que toutes nos premières vidéos, c'était beaucoup sur les disciplines plus traditionnelles. Et donc là, on s'est dit, tiens, mais très bien, on peut aussi utiliser l'outil numérique dans un gymnase, en extérieur, ailleurs que dans une salle de classe. Et donc ça nous a assez passionnés aussi. Et puis, il s'est aussi produit cette chose, c'est que petit à petit, on se disait, bon, c'est très bien,
mais est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'effet maître? C'est-à-dire, est-ce que il faudrait pas non plus il faudrait qu'on fasse attention à ne pas faire des portraits d'enseignants dont on se dirait, ah ben voilà, c'est des profs qui font des trucs dans leur classe, ils font leurs choses dans leur coin et ils sont un peu isolés. Voyez, et donc, ça nous a semblé aussi important à un moment donné que parmi ces vidéos, il y ait aussi des vidéos qui racontent eh bien, la formation, parce que ça se faisait aussi, beaucoup, on l'a découvert au cours des tournages, pareil, de manière un peu comme ça itérative. On arrive dans un établissement et on se rend compte qu'il y a des formations qui sont faites de pair à pair en interne. Et on se dit, ah bah tiens, c'est très bien, faisons ça, on va faire aussi des vidéos qui racontent eh bien, comment les enseignants qui sont montés en compétence sur tel et tel outil eh bien, vont partager avec le reste de l'équipe. Et donc, c'est devenu aussi important de pouvoir faire des portraits d'équipe, au fond, et que soit mis en valeur pas seulement le projet et la personne, mais cette dimension comme ça de partage qui existait à l'intérieur des établissements. Alors, c'est des formations entre pairs qui souvent se font sur le temps du midi. Hein. Les gens se connaissent. Voilà, d'ailleurs, la question de savoir si c'est de la formation, si on peut appeler ça une formation, ça a été une question dans les entretiens. Est-ce que ce n'est pas plutôt de l'aide, de l'entraide, un partage de pratiques? Enfin, voilà, tout ça a été assez intéressant de se questionner là-dessus. Quoi qu'il en soit, on avait aussi envie de faire ces vidéos-là qui racontent des formations parce qu'en fait, on sait que c'est un modèle de formation qui fonctionne parce qu'il n'est pas descendant, qu'il est très souple, qu'il y a immédiatement de la confiance parce que c'est des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble, parfois depuis des années. Donc, ce n'est pas du tout la même configuration ou proposition de formation que l'expert tablette qui vient expliquer, qui ne connaît personne et qui vient expliquer dans l'établissement comment fonctionne la tablette. Hein. Donc voilà, donc là, voilà, ça nous a semblé intéressant aussi de faire ce type de vidéo, toujours dans le cadre de diversifier les vidéos. Et puis, là encore, petit à petit, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, au-delà des portraits de profs et des portraits d'équipe, de peut-être donner aussi le micro à des élèves et à des parents d'élèves. Alors, on ne l'a pas fait beaucoup, mais on l'a fait. Il y a donc quelques vidéos qui sont des portraits d'élèves. Voilà, ce sont des élèves qui nous parlent. Et on a une vidéo, celle de Guillaume Fauveau, qui est parent d'élèves et qui a proposé une formation dans un établissement. Voilà, c'était très, très chouette d'ailleurs, sur la programmation et le codage informatique. Et qui a, voilà, peut-être que vous avez vu la vidéo, mais qui a cofabriqué une petite grenouille pilotée à distance par une tablette. Et donc, on s'est dit, tiens, mais c'est aussi très intéressant de faire ça, c'est-à-dire d'ouvrir aussi à la communauté éducative dans son ensemble. En fait, c'est de montrer les possibles. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on était vraiment plus à se dire, on va montrer des enseignants. Et là, c'est vraiment le mode de fonctionnement du départ, de se laisser imprégner par ce qu'on pouvait trouver au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment parce qu'on n'avait pas forcément d'idée de ce qu'on allait obtenir à la fin. Et donc, de rester toujours alerte, à l'écoute, curieux, eh bien, ça a fait que nous sommes tombés sur des pépites au fur et à mesure et que nous avons pu aussi nous dire, tiens, c'est intéressant ce mode de fonctionnement, et si on le partageait? Et rien que par rapport aux vidéos sur les partages entre enseignants, donc ce qu'on pourrait appeler des formations entre pairs, même si je reviens sur ce que disait Sébastien, est-ce de la formation, pas de la formation? On en avait pas mal discuté, notamment Émilie qui est là. Voilà, nous, on sait aussi que, par exemple, moi je l'étudie pour ma thèse, mais que les formations descendantes, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas forcément. En tout cas, qui a vraiment ses limites. Et donc, là, de voir que dans certains établissements, il pouvait se passer autre chose, qu'il y avait une autre organisation, eh bien, de le mettre en avant, de le mettre en lumière, ça a donné des idées à d'autres établissements. C'est-à-dire qu'ensuite, quand nous, on est allé dans d'autres établissements pour faire des films sur complètement autre chose, il y a des enseignants qui disent « Ah, mais on a vu cette vidéo, mais ce serait vraiment bien qu'on puisse le mettre en place dans notre établissement. » Voilà. Donc, c'est cette idée aussi que ça se diffuse après et à travers ce qu'on a pu filmer.
Et c'est vrai que juste pour terminer sur cette idée d'inspiration, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est dit, ah bah tiens, on va essayer modestement de faire quelques vidéos qui vont être inspirantes, qui vont susciter l'inspiration auprès de ceux qui les recevront, et qui pourront donc s'inspirer du projet des autres. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais oui, mais en fait, l'inspiration, c'est aussi des modes de travaux entre pairs, des modalités c'est des interactions à l'intérieur des équipes, aussi dans des établissements. Ça aussi, ça peut être inspirant. Et en fait, l'inspiration, elle s'est déplacée. C'est-à-dire, on s'est dit, il faut aussi qu'on fasse pas seulement des portraits individuels, mais probablement des portraits collectifs, parce que derrière ces portraits collectifs, eh ben, au fond, il y a des portraits d'équipe et il y a des portraits de fonctionnement en équipe. Et ça aussi, ça peut aussi être très, très inspirant. Voilà. Alors, peut-être pour continuer, l'intitulé de… voilà, il y avait le terme « oser » dans le programme de cet échange de cet après-midi. Et en fait, quand on a préparé cette petite intervention il y a quelques jours avec Stéphanie, on s'est dit « Ouh là là, mais oser, c'est pas simple en fait. Hein. C'est pas si simple, il faut y aller. Hein. » Je veux dire, tant que soi-même, on n'a pas été filmé, qu'on n'a pas été en position de raconter une expérience personnelle, ça paraît assez simple, mais en fait, c'est un exercice compliqué. Donc, peut-être il faut quand même vous dire 2 mots sur ça, oser, pas si simple. C'est vrai que, au fond, même si on a réussi assez facilement, en fait, je crois, à chaque fois, à établir des relations de confiance avec tous ces enseignants, parents, enfants dont on a fait le portrait, il y a quand même des difficultés, il y a quand même des résistances au moment du tournage. Hein. Et il y en a notamment, je dirais, 2 principales. La première, c'est une résistance à la mise en lumière, on pourrait dire ça comme ça, hein, pour pas dire une résistance à la mise à nu. En tout cas, il y a une mise en lumière. Le portrait, qu'on le veuille ou non, il met en lumière et la personne et sa pratique professionnelle. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est très simple, hein, d'être placé comme ça sous le regard des autres par la vidéo. Et puis, on le sait, hein, l'enseignement, c'est une pratique qui, globalement, est assez solitaire, qui est secrète. Il y a presque une forme d'invisibilité hein, qui permet parfois, pour les plus timides, de se cacher. Hein, voilà. Moi, j'ai été prof des écoles pendant des années, même si je faisais, voilà, où il y avait comme ça des échanges avec d'autres enseignants, quand même, globalement, on est beaucoup seul dans sa classe face à ses élèves. Et donc, on a assez peu l'occasion de se confronter au travail des autres. Hein. Et là, la vidéo, tout d'un coup, c'est la possibilité d'être vue par des milliers de personnes. Alors, on n'a pas dépassé, on n'est pas allé aux milliers, mais on a quand même quelques centaines de vues quand même pour certaines vidéos. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, cette mise en lumière, elle n'est pas évidente. Et puis, elle n'est pas évidente aussi parce que je pense que le métier d'enseignant, c'est un métier dans lequel on est constamment en train d'évaluer les compétences qu'on fait travailler aux apprenants, mais on est nous-mêmes assez peu évalués. La vidéo, ça peut être perçu comme une forme d'évaluation de son travail. Donc, évidemment, c'était à nous de défaire ça. Hein. Et je pense qu'aucune des vidéos qu'on a faites n'est à cet endroit-là, mais ça peut être perçu comme ça. Donc, voilà. Donc, première résistance assez évidente, qui est celle vraiment d'une mise en lumière de soi et de sa pratique. La deuxième difficulté ou deuxième résistance, c'est vraiment celle tout simplement de la prise de parole face à une caméra. Alors, on pourrait se dire, tiens, mais c'est étonnant parce qu'au fond, le prof, son métier, c'est de prendre la parole. Son outil, c'est sa voix. Sauf qu'on sait très bien que ce n'est pas du tout la même chose de passer la journée face à des élèves, ou même à de grands élèves, que de s'adresser à quelqu'un en étant en même temps braqué par 2 caméras assez massives. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Hein. Donc, voilà, la difficulté tout simplement de prendre la parole dans ce contexte-là, qui est un contexte peut-être un petit peu intimidant. Et il y a une autre difficulté qui est liée aussi à la prise de parole, qui est que ce qu'on demande dans le cadre du portrait, c'est quelque chose qui est au fond pas si simple que ça. C'est la capacité aussi à construire, à tenir un discours un petit peu méta sur sa propre pratique. C'est-à-dire de pouvoir définir aussi de manière fine ses propres intentions
comme pédagogue, ses propres objectifs et de pouvoir les mettre en mots et de les transmettre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, parfois, il a fallu, ça a été un peu compliqué. Je pense que ça a été un peu compliqué, un tout petit peu douloureux peut-être même pour certains dont on a fait le portrait. Et parfois, il a fallu voilà, faire l'entretien plusieurs fois parce qu'il fallait à la fois être capable de se détendre, pas d'oublier la caméra parce qu'on ne l'oublie pas, mais d'accepter sa présence. Et puis, réenregistrer plusieurs fois aussi pour tout simplement clarifier ce qu'on a à dire et rendre le discours sur sa pratique audible à des gens qui eh bien, ne la connaissent pas parce qu'ils ne sont pas du même niveau de classe, parce qu'ils ne travaillent pas dans cet établissement, ils ne connaissent pas cet outil, etc. etc. Donc, c'est un exercice qui a été parfois, je pense, assez difficile, mais en même temps, je pense que c'est un exercice qui est utile pour ceux qui s'y prêtent. Il permet de construire un discours un peu fin et d'avoir ce recul sur sa pratique. Et en tout cas, c'est le retour qu'on a eu à chaque fois des enseignants, voilà, et pour ceux pour lesquels ça a été facile et pour ceux pour lesquels ça a été moins facile, de dire, voilà, au fond, presque merci, parce que ça nous a aidé à mettre tout ça en mots et on sent bien que ça nous a été utile, quoi. Parce que c'est vrai que voilà, il y a cette vidéo, cet objet, mais il y a aussi les effets de la vidéo, et notamment les effets sur l'enseignant lui-même. Déjà, je ne sais pas vous, mais moi, en tant qu'enseignante, j'avais du mal à m'affirmer pédagogue, enfin grande pédagogue, ou enfin même pas grande pédagogue, mais j'avais du mal à me dire j'ai quelque chose à dire, en fait, j'ai quelque chose, ma manière de faire, elle peut être intéressante ou quoi que ce soit, j'avais surtout envie de faire mes petites choses, mais voilà, ce n'est pas facile en tout cas de se dire bah oui, peut-être que ce que je fais a de la valeur. Ce n'est pas en tout cas la première chose que l'on pense en tant qu'enseignant, parce que comme disait Sébastien tout à l'heure, finalement on est rapidement assez seul dans sa classe, la porte est fermée. Si en plus on est... alors il y a des équipes qui collaborent, il y a des équipes qui collaborent moins, mais voilà, on peut avoir ce sentiment de bah, ce que je fais, voilà, je le fais dans ma classe, mais je n'ai pas forcément volonté à plus que ça. Et donc les effets des vidéos, alors ici on vous a mis notamment une enseignante, Bérangère, ça nous a vraiment marqué. Bérangère, nous sommes allés là, c'est notre première vidéo. Quand nous avons commencé, c'est notre première vidéo. Bon, comme vous avez pu le comprendre, c'était l'enseignante d'un de mes enfants. Et donc, elle nous parlait de son projet, enfin, la première vidéo, qui était déjà hyper intéressant. L'année s'est écoulée, et puis c'est vrai qu'à chaque fois, quand je la recroisais, voilà, elle me disait, mais j'ai pensé à faire ci, et puis j'ai pensé à faire ça. Finalement, il y avait une continuité. Il y a eu la vidéo, et puis il y a une continuité. Et puis l'année suivante, nous sommes retournés voir Bérangère, et là, ça a été, son retour était génial. C'est-à-dire qu'elle nous a dit, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous avez été boostant. Et derrière ça, c'est pas nous. En fait, nous, on est là pour... enfin, nous, on fait juste la vidéo, mais finalement, le fait de se voir, le fait qu'on lui fasse des retours sur ce qu'elle avait pu produire, le fait qu'elle se sente valorisée, eh bien, ça l'a emmenée beaucoup plus loin. Et là, d'ailleurs, on peut le voir, c'est rigolo, dans les deux vidéos. Là, c'est la deuxième vidéo, c'est une capture d'écran sur la deuxième vidéo. Elle est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus souriante. Et il y a quelque chose, voilà, il s'est passé quelque chose, en fait. Il y a eu un vrai effet vidéo derrière. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment par rapport à une personne. Et puis, ce qui a été aussi rigolo, c'était de voir les enseignants qui ont pu nous contacter aussi pour avoir leur vidéo. Et ça, ce sont des effets, c'est un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu des vidéos, et puis on se dit, moi aussi, j'aurais peut-être envie de partager, parce que souvent, ce qui ressort, le premier terme chez les enseignants, c'est pas de dire j'ai envie de montrer ce que je fais parce que je voudrais être valorisé. L'entrée des enseignants n'est pas celle-ci. Les enseignants se disent peut-être que ce que j'ai expérimenté, testé, mais juste à mon échelle, juste de manière très légère, eh bien, peut-être que ça peut intéresser d'autres enseignants. Et donc, c'est là où on voit l'effet d'entraînement.
Et du coup, le casting s'étoffe aussi de cette manière-là. Les enseignants ont vu des vidéos, ils sont aussi rassurés par rapport à ce qu'on peut proposer. Et il y a même une envie voilà, d'avoir cette vidéo. Et d'ailleurs, par rapport au moment où on va tourner, donc là on a parlé des enseignants, mais on pourrait aussi parler des élèves. Il y a certains élèves qui ont des craintes et des réticences en tout cas à apparaître sur les vidéos. Et dans certains cas, donc il y a des élèves qui refusent d'être filmés, et puis ensuite, lorsqu'ils voient la vidéo, eh bien, il y a une sorte de déception de ne pas avoir franchi cette étape, de ne pas, parce qu'ils auraient aimé finalement en faire partie à la fin, de faire partie de cet objet qui était présenté. Voilà. Alors oui, c'est vrai, et pour poursuivre sur cette idée-là, c'est vrai que en fait, ça crée, parce que c'est quand même un projet qui s'étale dans le temps, mine de rien. C'est-à-dire que là, ça va faire 2 ans. Voilà. Bon, on ne sait pas si ça va continuer, mais en tout cas, même si ce n'est que 2 ans, c'est 2 ans. Et en 2 ans, du coup, ça a créé du lien quand même avec certains enseignants dont on a fait le portrait. Et du coup, c'est vrai que nous, on avait aussi envie, on a eu envie, enfin, je pense que c'est une envie réciproque de prolonger les choses, que ça ne s'arrête pas trop tôt et trop vite, parce que finalement, c'était quand même très agréable. Et donc, du coup, il y a certains enseignants avec lesquels on a aussi, on a fait plusieurs vidéos, on est revenu, ou alors on va revenir dans l'année, parce que c'est très chouette. Je pense notamment, par exemple, à cet enseignant d'histoire qui s'appelle Maxime, qui monte un escape game avec sa classe. Et on se dit, ah mais c'est super, ce qu'il fait est très chouette. Lui-même, c'est un pratiquant d'escape game depuis des années. Il a très bien senti en quoi est-ce que cette pratique-là ludifiait les apprentissages et permettait d'engager les élèves à des endroits extrêmement fins, de les faire participer, d'être vraiment dans un engagement de l'apprendre. Et on se dit, ah mais c'est super ce que tu fais, c'est chouette, on va venir, mais tu sais quoi? En fait, on va revenir, parce que là, c'est la phase de préparation de ton escape game, c'est très très bien, mais on va aussi revenir filmer le jour où les élèves seront en costume, ils auront aménagé une salle de classe, ils l'auront transformée, ils auront, ils auront poussé jusqu'au bout leur jeu, et où ils feront jouer leurs collègues, enfin leur père, et ils leur feront apprendre des choses dans le cadre de ce jeu. Et donc, voilà, donc il y a comme ça des choses, je pense à Cécile aussi, sur le codage informatique, ou Émilie, où on s'est vu plusieurs fois. Voilà, il y a comme ça un effet d'entraînement, en tout cas un désir de prolonger, et puis de prolonger et les rencontres, et de tirer aussi le projet lui-même, parce que parfois, le projet, il a en réalité plusieurs stades de maturation, plusieurs stades de vie, et que c'est intéressant de pouvoir le suivre sur ces différents stades. Et alors, si je juste peux faire une parenthèse sur Maxime. Donc là, Maxime, c'est l'une des dernières vidéos qu'on a pu poster. Et Maxime, on ne le connaissait pas, on la trouverait vraiment par hasard. Et pour vous dire un peu le schéma dans lequel ça s'est passé, il y a la messe de rentrée de l'enseignement catholique au mois d'octobre. À la sortie de la messe, j'ai discuté avec une enseignante d'EPS. Cette enseignante d'EPS n'avait pas forcément très envie d'être devant la caméra, donc se cacher derrière on est une équipe, on fait des petites choses, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc ça, voilà, ça c'est les 3 vidéos. Donc elle nous a conseillé de rencontrer sa collègue et son collègue. Donc 3 vidéos, 3 enseignants d'EPS. Et puis en discutant avec eux, ils nous disent « Ah, mais il y a aussi une enseignante de français qui fait quelque chose d'intéressant. » Donc on est allé voir l'enseignante de français, et puis l'enseignante de français nous dit « Ah, mais mon collègue d'histoire géo, donc Maxime, il fait des escape games. » Donc voilà, les projets, il faut vraiment rentrer, ce n'est pas forcément visible au premier coup d'œil, même au sein des établissements, on le sait, on ne partage pas forcément parce qu'on est parfois pudique, et puis parfois on n'a pas forcément ces espaces pour les échanger, mais il y a des moments, il faut vraiment creuser pour pouvoir aller chercher la dernière personne. Et alors, c'est vrai que cet exemple des 3 profs de sport, Perrine, Florence et Philippe, elle est vraiment
comment dire, elle est très explicite par rapport à ça, parce que en fait, ces 3 enseignants, quand on se rencontre, ils nous disent oui, on a un petit projet qui probablement fera peut-être l'objet d'une petite vidéo. Et en fait, en discutant avec eux, on se dit mais ils font un travail complètement incroyable. Voilà, ils créent des ressources qui sont hyper didactisées, très structurées, très bien faites, avec des visuels très élaborés, etc., avec un travail d'équipe comme ça, à la fois très fin et très souple, sur des niveaux de classe qui vont de la 6e à la terminale. Et nous, en les écoutant, on se dit, mais non, non, mais pas du tout. Ce n'est pas un petit projet, c'est un vrai projet. Et on ne va pas faire une petite vidéo, on va en faire 3. Et on va en faire une sur chacun d'entre vous. Et c'est par le croisement de ces vidéos qu'on va se rendre compte à quel point, en fait, il y a vraiment un travail d'équipe qui est mené comme ça de manière voilà, très, très, très fine. Alors, il est presque 15 heures et j'ai bien compris que, Evelyne, tu allais fermer les portes à 15h30. Donc, peut-être pour qu'on ait un peu la parole, on peut peut-être conclure Exactement. rapidement. Vous êtes bons tous les deux. Voilà, parce que sinon, ça peut durer des heures. Et donc, en fait, on se disait avec Stéphanie que ce qui était très agréable, c'est que, en fait, voilà, cette expérience TNE, pour nous, dans le cadre de cette série de vidéos, c'est que ça nous donne un peu le sentiment de participer et de faire émerger en même temps une sorte de communauté de désir, on pourrait dire ça, voilà, l'expression est assez jolie, en tout cas de désir partagé, un désir partagé à échanger des expériences et à se stimuler comme ça dans nos pratiques respectives. Et peut-être pour terminer et ouvrir, c'est quand même assez, je trouve, intéressant de noter que, par exemple, la prochaine vidéo qu'on va faire, me semble-t-il, c'est celle d'une formation qui est proposée par un organisme qui s'appelle You Know Why, et donc vidéo dans laquelle on va retrouver un certain nombre d'enseignants dont on a déjà fait le portrait. Donc, on voit bien que cette petite communauté comme ça, eh bien, se constitue. Alors, c'est aussi évidemment le copil qui fait ça. Mais voilà, il y a des liens comme ça qui se tissent. Et je trouve ça intéressant qu'à un moment donné, au bout d'1 an et demi, on puisse comme ça produire des images dans lesquelles eh bien, tous ceux dont on a fait le portrait se rencontrent entre eux à l'intérieur d'une vidéo unitaire. Voilà. Et puis, Sébastien a très bien conclu. Maintenant, je voudrais juste vous donner peut-être la suite. Là, c'est vrai qu'il y a eu cette série qui était autour de portraits d'enseignants. Là, Sébastien a un peu évoqué la prochaine vidéo, mais maintenant, là, la deuxième saison sur les vidéos, la deuxième série en tout cas que l'on va bientôt débuter, s'appelle « Il y a quoi dans les cartons ?» Et là, c'est vraiment dans la suite des territoires numériques éducatifs et de se dire, on a quand même été doté de pas mal de matériel. L'enjeu, c'est que ce matériel ne reste pas dans les cartons et qu'on puisse les utiliser. Maintenant, les utiliser, pourquoi, comment eh bien, voilà, là, l'enjeu, c'est que de nouveau, on se réunit autour de cette petite communauté. Et on a des réunions où chacun, c'est comme une sorte de brainstorming pédagogique géant, où on essaye de tirer des idées, de se dire, bah, tiens, avec une caméra grand angle, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis on se donne des petits challenges, et puis ces challenges feront l'objet d'une vidéo qui ensuite sera voilà, pour notre saison 2 autour des vidéos. Voilà. Merci à tous les deux. Vous êtes dans le bon timing. Alors, évidemment, dans la suite, ce qui peut être intéressant pour nous, j'ai vu que Yannick avait déjà, non pas posé une question, mais revenu sur le fait de tout simplement se dire que de temps en temps, on fait énormément de choses dans les classes, mais elles ne sont pas forcément vues. Donc, c'est intéressant aussi que justement les vidéos servent à ça et permettent au plus grand nombre hein, d'être inspiré, de se dire bah, je peux faire la même chose et puis je peux aller plus loin, je peux travailler en équipe. Donc, ce que je vous propose maintenant pour réagir, c'est voilà, soit vous mettez quelques questions ou vous prenez la parole en direct en ouvrant votre micro ou en mettant la petite main pour que à la fois Sébastien et Stéphanie puissent vous répondre et qu'on puisse aussi échanger entre nous.
c'est parti. On a à peu près 20 bonnes minutes si vous avez envie d'échanger et de poser les questions. Bon, le temps que vous trouviez des questions, Evelyne vous a mis la référence du livre de Laurent Tessier, je vous montre ici. Voilà. Donc, dans lequel il explique l'évolution des projets numériques. Parce que ce qui en est fait, en tout cas. Je veux bien comment. Ah, il faut lever la main, pardon. Non, il n'y a pas d'obligation, c'est parce que personne ne se lançait. Bon, Yannick, c'est bon. Vas-y, Émilie, je vais trouver comment lever la main. Non, rien. Moi, je voulais juste du coup remercier Sébastien et Stéphanie pour leur implication et leur bienveillance quand effectivement, quand ils viennent nous filmer. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. De se voir après dans la vidéo, c'est encore une autre étape. Parce que vous avez parlé jusqu'au tournage. Moi, je peux vous dire qu'après qu'on voit le résultat et qu'on se voit, ce n'est pas forcément simple. Après, moi, je les ai rencontrés 2 fois dans le cadre de 2 vidéos et ça a toujours été un grand plaisir. Donc, je voulais vous remercier d'avoir mis en valeur ce que je ne voulais pas mettre en valeur parce que ce n'est pas forcément dans ma nature de montrer ce que je fais comme ça à travers des vidéos. Je fais ça très discrètement dans mon établissement et ça m'allait très bien. Mais voilà, je voulais commencer ça par vous remercier en tout cas. Merci, Émilie. Et en tout cas, aussi, là, c'est vrai qu'on vous a présenté ce projet, qui est un projet très spécifique, mais après, je crois vraiment qu'il y a des choses qu'on a pu mettre en place autour de ce projet qui sont réutilisables et qui peuvent être faites aussi dans les classes. Alors, voilà, à une autre échelle, mais en tout cas, c'est une manière de prendre les choses, peut-être, qui n'est pas forcément la plus parfaite, hein, mais en tout cas qui peut vraiment être réutilisée dans les classes et dans les approches que l'on a avec les élèves. Yannick, vous vouliez parler? Oui, je trouve ça très intéressant dans le sens casser effectivement l'isolement dans les classes, partager et dynamiser aussi les équipes et peut-être même connaître ce qui se passe dans la classe d'à côté. Ça donne envie presque de recréer cette dynamique au sein de l'établissement en créant effectivement des vidéos d'enseignants qui montreraient ce qui se passe, les coulisses de leur enseignement en numérique, par exemple. Maintenant, est-ce que ce que j'imagine pour mon établissement, on le globalise au niveau de l'ADEC ou on reste dans notre établissement faire ce travail-là, en quelque sorte faire cette copie de dynamisme d'équipe? Alors après, c'est vrai que là, ce projet était vraiment dans le cadre des territoires numériques éducatifs et donc c'était vraiment l'objectif de montrer ce qui se passait un peu sur tout le territoire, même si nous ne sommes pas allés dans tous les établissements. Voilà, il y a encore plein de belles choses à voir dans plusieurs établissements. Maintenant, ça fait partie aussi des choses que nous pourrions envisager par la suite. Et bien sûr, là, si vous voulez, par rapport à donc, cette première saison et puis la deuxième saison là, que nous allons entamer, nous allons commencer, ce ne sont pas des fins. C'est-à-dire que pour nous, voilà, c'est ce dynamisme qui s'est mis en route, ce dynamisme de réfléchir, d'aller voir ailleurs, de s'intéresser, de valoriser, enfin tout ça en tout cas, je pense vraiment qu'ensuite il y a quelque chose à créer, à penser et à recréer, et on vous accueille pour pouvoir y réfléchir avec nous, même au sein du COPIL par exemple. Oh là là, quel bon recrutement tu fais au passage, c'est magnifique. En tout cas, moi j'aime bien, je ne sais pas si c'était juste pour réagir par rapport à ce que disait Yannick, c'est vrai que moi je trouve ça assez fascinant, les établissements dans lesquels comment dire, sont presque institutionnalisés la question du partage, et notamment par exemple ça peut être la création d'une web TV ou d'une web radio d'établissement.
ou alors des projets comme ça, de web documentaires, mais qui sont faits à plusieurs classes et qui permettent en fait, dans le projet, il y a la condition du projet, c'est une grande visibilité de ce qui est fait. Et donc là, évidemment, immédiatement, on partage une pratique. Et donc ça, c'est vrai que c'est une vraie question, ça, que je trouve extrêmement intéressante, c'est comment se poser la question quand on initie le projet de ses effets, de sa visibilité, de la possibilité de le partager, voilà, au-delà des compétences comme ça didactiques qui sont travaillées dans le projet, de penser ses effets sur la petite, moyenne, grande communauté à laquelle on appartient. Et je pense qu'il y a des projets qui fonctionnent très, très bien pour ça, quoi. Moi, il y a quelques années, j'ai participé à une formation, un SPOC qui s'appelle les communs du numérique pour l'enseignement. Et en fait, donc j'ai réalisé les vidéos dans le cadre de ce SPOC et il y avait une enseignante qui avait un petit groupe d'élèves qui sont non francophones. Et elle a décidé de passer par la vidéo. Donc, elle leur faisait faire des petits films, des espèces d'autoportraits. Ah non, ils faisaient des portraits les uns des autres. Et en fait, c'était super parce qu'en fin d'année, elle faisait une projection, mais vraiment en mode cinéma, avec tout le monde, les parents, les profs, les enfants, etc., qui voyaient l'ensemble de ces petits courts-métrages, de ces portraits ou autoportraits, dans lesquels était vraiment mis en valeur la singularité, la particularité, la différence de chacun de ces élèves qui, avant ce projet-là, étaient un peu marginalisés et qui, du coup, ont pris une place beaucoup plus importante dans l'établissement. Et du coup, ça a permis de faire émerger des collaborations entre cette enseignante et d'autres enseignants qui ensuite ont mis des projets, sont mis à imaginer des projets à faire ensemble. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, il y a certains projets qui sont intéressants parce qu'ils autorisent le partage de manière assez rapide, quoi. Je crois qu'il y avait Isabelle qui voulait poser une question. Oui, excusez-moi, bonjour. Merci pour toutes ces informations. Je réfléchissais à la manière dont on pouvait accompagner les enseignants qui sont un peu innovants dans ce domaine ou qui utilisent régulièrement l'outil numérique. Comment on pouvait les accompagner pour aller jusque-là, voilà, enlever tous ces freins. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'on le fait à notre échelle dans l'établissement? Est-ce que vous intervenez? Et comment faire? Alors après, qu'est-ce que vous entendez jusque-là, enfin, jusqu'au fait d'avoir une vidéo? Je trouve que c'est très intéressant de proposer effectivement de rendre visibles les expérimentations des collègues ou les séquences pour la communauté éducative, que cela puisse être visible. Après, je ne sais pas comment les conduire à accepter. Enfin, je m'interroge sur comment faire ce pas-là pour pouvoir mettre en valeur tous ces éléments et que ce soit aussi fédérateur, inspirant pour d'autres, etc. Alors après, nous, par exemple, au début, quand on a parlé de notre positionnement, c'est vrai qu'avec Sébastien, on se positionne, nous ne sommes pas l'institution. Et donc, nous arrivons comme presque un tiers, mais en même temps, un tiers qui n'est pas complètement déconnecté, puisque, en gros, on a le même langage. Donc, en fait, on organise un rendez-vous avec des professeurs que nous, on aurait déjà sensibilisés, c'est ça? Oui, ça peut se faire comme ça. Je crois que par rapport à ce projet, en tout cas, pour nous, ce qui fait qu'il y a certains enseignants, par exemple, qu'on a peut-être davantage accompagnés, mais pas accompagnés, on a juste été des révélateurs, hein, les choses sont déjà là, mais parfois, il y a besoin d'avoir cette personne qui est juste à côté de nous pour être là, enfin, pour se sentir rassuré. Et je crois que là, dans ce genre de projet, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'équipe, et qui ne représente pas l'institution en tant que telle, même si, alors moi, du coup, j'avais quand même une autre casquette je suis quand même pilote du projet des territoires numériques éducatifs.
Mais voilà, j'ai l'impression en tout cas que la question du positionnement par rapport aux enseignants est hyper importante. Enfin, je ne sais pas ce que tu dirais là-dessus, Sébastien, mais pour moi, c'était quand même un peu la clé. Oui, mais pour bien comprendre, parce que Isabelle, vous travaillez dans un établissement et vous souhaiteriez peut-être. L'idée, c'est que ça se diffuse et que. Oui, oui, et même si ça reste dans l'établissement, Ouais. je vois donc j'enseigne dans un collège, je suis directrice adjointe dans ce collège et je vois des collègues qui font des choses et qui sont des choses intéressantes et qui restent un petit peu peut-être à la marge, même s'il y a aussi une formation collaborative entre les collègues. Il y en a qui vont un petit peu plus loin que d'autres, mais ça reste dans leur classe. Et je me disais que c'était très, très intéressant, cette idée des petites capsules. Mais voilà, je me pose plein de questions du coup. Donc, je pense un peu peut-être tout haut et Non, c'est peut-être un mais peu c'est bien. confus du coup. Non, mais Voilà. moi, j'ai un peu l'impression que, en fait, il y a plein de curseurs, au fond, sur lesquels il n'y en a pas un, quoi. Il n'y a pas un truc qui va marcher pour tout le monde et pour tous les établissements, mais il y a probablement plusieurs choses à mettre en place qui, se croisant, vont. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un désir, une envie de faire bouger, de modifier un peu sa pratique avec le numérique. Et c'est vrai que ça s'y prête. Mais moi, je reviens à cette idée de la formation entre pairs sur le temps du midi, comme ça, très souple et souvent un peu à la bonne franquette, qui marche très très bien. Mais ça peut être aussi un café numérique. Imaginez en fait toute une série de temps et d'espaces dans lesquels les enseignants vont être amenés à se rencontrer, à partager, à échanger. Alors, la formation, c'est bien, mais c'est peut-être, même si c'est très souple, pour certains, ça peut encore être trop rigide. Ça peut être juste un café, ça peut être. Voilà, et c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au web documentaire ou au petit film, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui a été fait, parce que moi, je pense qu'il y a aussi un travail d'identifier dans les établissements les enseignants qui sont des enseignants moteurs par rapport à ça. Et il y en a, et des fois, il n'y a pas besoin qu'il y en ait forcément beaucoup, il suffit qu'il y en ait 2, 3, mais si on met suffisamment en valeur, si on donne suffisamment de visibilité à ce qu'ils font, moi j'ai tendance à penser, alors évidemment il y a les réfractaires, voilà, il y en a toujours et c'est comme ça et on ne les bougera pas, mais je pense qu'il y en a plein qui sont dans des zones grises, qui ont envie de faire des choses, mais bon, ça demande, c'est pas facile, ça demande un effort, du temps, on sait que c'est pas simple. Donc voilà, donner de la visibilité à ce qui est fait par ces enseignants. Et puis voilà, c'est ça peut être de la formation, ça peut être le café machin, ça peut être tous les mois ou tous les 2 mois faire, comme on fait aujourd'hui, une espèce de petite réunion sympathique où on échange en ligne. Ça peut être, tiens, il y a machin qui a fait un truc super, bah tiens, vraiment on lui donne un temps, on invite les parents, les enfants, et machin, et on donne de la visibilité au projet parce que c'est un projet qui s'y prête. Enfin, bon voilà, c'est très théorique ce que je dis. Il faudrait réfléchir à partir des projets eux-mêmes. Mais je pense que déjà identifier les enseignants moteurs, leur donner la parole, leur donner de la visibilité et imaginer toutes les modalités possibles de partage et d'échange. Et il y en a plein d'originales à trouver, je pense. Ça pourrait être un point de départ. Merci beaucoup. Et puis, il y a toutes ces rencontres informelles à favoriser. Parce que c'est vrai que voilà, de peut-être détourner un peu le temps, le lieu. Quand on a des temps de formation, par exemple, eh bien, ça commence de 9h à midi, c'est un mercredi matin, enfin, voilà, le temps est très cadré, le lieu est très normé, c'est une salle de réunion et on ne bouge pas, on reste là. Peut-être parfois on va dans des salles de classe. Mais enfin, vous voyez, c'est figé. Cette forme scolaire, elle reste figée. Alors que là aussi, nous, en tant qu'enseignants, pour qu'il y ait plus de naturel à partager et à échanger, eh bien, il y a peut-être quelque chose à casser.
Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Mireille, il reste des cartons, il reste dans les cartons matériels chez nous. On peut un petit peu développer. Il y a des attentes particulières peut-être, Mireille. Oui, alors c'est vrai que donc moi j'ai intégré Jeanne d'Arc là cette année. On a des belles tablettes, mais je pense que c'est un peu partout pour les écoles du Val d'Oise et des grands écrans tactiles que nous on utilisait à Saint-Louis-Sainte-Thérèse pour le caté par exemple. Là, ça reste dans une pièce et ce n'est pas du tout utilisé. Pas par un manque d'envie, hein, c'est juste qu'on a déposé du matériel, c'est dans une belle pièce, mais on ne sait pas comment on peut l'utiliser. Alors, ma directrice nous a remis un petit livret qui explique, donc avec de la débrouille, comme beaucoup, je pense, d'enseignants, on arrive à faire des choses. Et donc, moi, j'ai réussi à utiliser les tablettes, mais ce n'est pas du tout intuitif. Il faut rentrer des codes, c'est pas quand la tablette elle marche plus, ça ne peut même pas être notre référent informatique qui peut débloquer la situation. Du coup, j'ai laissé une tablette et j'en ai pris une autre parce qu'il y avait une mise à jour qui moulinait. Voilà. Du coup, moi, je suis admirative et je trouve ça super que ce soit lancé parce que pour moi, le numérique a toute sa place à l'école. Et je suis ravie d'avoir découvert des portraits d'enseignantes qui font et d'enseignants et de tout niveau confondu, profs de sport, collège, lycée, maternelle. J'ai trouvé ça génial. Mais voilà, on a ce matériel à l'école, mais on ne sait pas trop comment s'en servir. À part notre bonne volonté et puis essayer de bidouiller, ce n'est pas toujours évident. Merci Mireille pour le partage. Je vais peut-être laisser aussi Sébastien ou Stéphanie répondre par rapport à ça et aux possibilités. Après, nous, on a aussi des pistes. Mais... Oui, sachez qu'on travaille bien sûr qu'on est conscient de tout ça et que l'on travaille sur des pistes, sur des réponses. Peut-être même qu'Émilie, qui est là, pourrait intervenir, peut-être pour partager. C'est vrai que si vous voulez, par exemple, par rapport à tous ces outils qui ont été reçus et qui ne sont pas forcément utilisés, là, la prochaine série sur qu'est-ce qu'il y a dans les cartons, c'est vraiment pour répondre à cette problématique-là. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des outils, mais en même temps, il faut se dire que c'est d'abord la pédagogie qui est première. On a d'abord une intention pédagogique. Ensuite, on va utiliser peut-être un outil pour nous aider, parce que là, ça s'y prête mieux. Voilà. Mais la pédagogie est toujours première. Donc ça, c'est une chose. Et puis, voilà. Après, Émilie, tu veux peut-être prendre la parole sur une suite possible. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de matériel qui reste dans les cartons et moi, j'essaye dans mon établissement de les faire sortir. C'est long et c'est pas simple. En effet, les tablettes school ne sont pas intuitives et j'ai pris beaucoup de temps à créer les comptes élèves, etc., avec les mots de passe pour pouvoir qu'elles soient utilisées en classe. Donc, j'essaye d'avoir des temps, voilà, sur le midi, des cafés pédagogiques ou autres pour les présenter aux collègues au niveau du primaire, parce que moi, je travaille dans un collège en professeur de technologie, mais on est dans le même ensemble scolaire. Donc, pour moi, c'est la même école. Qu'on soit maternelle, primaire au collège, on est la même unité. Et on essaye, c'est long. Et on espère vraiment pouvoir faire des échanges de pratiques entre établissements. C'est-à-dire que si on arrive à, à avoir des manipulations, par exemple, dans mon établissement, je serais ravie d'aller dans le tien et essayer de présenter et justement de créer Pour moi, ce qui est important, c'est de réussir à les faire sortir et après qu'on arrive entre établissements à aller plus loin dans le partage. Partager dans son établissement, moi, je suis convaincue qu'on arrivera à le faire petit à petit parce que tout le monde n'aura pas envie au même moment. Mais je pense vraiment qu'un échange entre établissements et entre utilisateurs, entre guillemets, on va s'enrichir à chaque fois. Donc voilà, moi, je suis convaincue que ça va marcher. Alors voilà, mon objectif, c'est honnêtement, en toute honnêteté, c'est septembre, en me disant que voilà, ça fait 1 an et demi qu'ils sont là. Moi, ça fait 2 mois et là, ça fait concrètement, officiellement, 1 semaine qu'elles sont installées dans une armoire, qu'elles sont chargées, que les comptes sont prêts, etc. Donc voilà, ça prend le temps et le problème, c'est qu'il faut le temps pour justement
tester et c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'espère qu'on arrivera à créer avec le COPIL ces échanges de pratiques dans les établissements et pouvoir aller aider aussi les collègues qui ont du mal à les sortir des cartons. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion du temps. Parce que pour que ce soit le plus... comment dire, pour qu'il y ait des échanges vraiment de qualité, c'est important que ce soit des échanges qui soient entre enseignants. Parce que c'est là où, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les rencontres informelles, sur voilà, les échanges entre pairs, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais eh bien, si par ailleurs ces enseignants sont aussi en classe, parce que c'est tout l'intérêt d'avoir des enseignants, eh bien, voilà, ils ont déjà... on a tous déjà un milliard de choses à faire, donc il faut se dégager du temps et ça demande... voilà. Alors, c'est se dégager du temps. Je vais rebondir sur ce que tu proposes aussi, Stéphanie, et merci, Émilie, pour proposer à la fois avoir déjà fait tout ce que vous avez mis en place et préparé pour les collègues. Sachez qu'on essaye aussi de réfléchir vraiment à des temps de formation dans des établissements, avec des établissements qui auraient envie de se lancer, de travailler les scénarios pédagogiques et d'utiliser les tablettes school. Donc, il y a des formations qui se montent et qu'on essaiera de proposer l'année prochaine. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des communautés d'apprenants, on va dire, sur les territoires, et puis des formations pour ceux qui voudraient aussi s'engager. Donc, on essaierait d'articuler un petit peu les deux pour nourrir tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, voilà, par rapport aux pistes et aux projets qui peuvent être, qui seront à venir, nous, il y a vraiment cette volonté de travailler davantage en réseau. Ce que disait Émilie, c'est que on ne peut pas tous être spécialiste des tablettes school, ou on ne peut pas tous être spécialiste de Geniali, ou on ne peut pas tous être spécialiste de plein d'outils. Mais l'idée, c'est de voir qui est spécialiste, qui pourrait nous aider, qui pourrait venir dans notre établissement, mais quelqu'un qui soit proche de nous, pas quelqu'un qui vienne juste un temps comme ça dans l'année, mais quelqu'un qui puisse, que l'on puisse contacter facilement et qui puisse être, être disponible tout simplement. Sébastien. Oui, je voulais juste dire, parce que du coup, ça me fait... C'est vrai que c'est toujours pénible, ces histoires de mises à jour qui ne sont pas faites, d'outils qui ne fonctionnent pas, de problèmes de réseau, etc. Et que ça, c'est quelque chose qui est très bloquant, et on sait très bien que c'est pour beaucoup la raison principale pour laquelle les enseignants arrêtent d'utiliser ou utilisent très peu et reviennent à leur pratique pédagogique plus traditionnelle, en tout cas pas numérique, parce qu'il y a tous ces problèmes techniques qui sont pénibles, etc. C'est vrai que nous, notre réponse, entre guillemets, à ça, ça a été d'imaginer cette série, il y a quoi dans les cartons, en se disant, tiens, on évite l'entrée par la fascination de l'outil, ce que je disais tout à l'heure, mais on est vraiment dans des projets à chaque fois, mais qui sont des projets dans lesquels l'outil, c'est celui qui a été fourni et qui est arrivé dans les établissements. Donc, on s'est dit que ça, c'était intéressant. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà des problèmes techniques, de la qualité ou de l'absence des formations qui existent, il y a quand même toujours, et ça, on le sait très bien, une espèce de logique de la bidouille et du « je me jette dans le vide », qui pour moi est quand même assez fondamentale. C'est-à-dire la quasi-totalité des portraits, par exemple, qu'on a fait, cette trentaine de portraits de l'année dernière et de cette année, peut-être que le point commun à tous ces enseignants, c'est qu'à un moment donné, au-delà de leur maîtrise technique et de la qualité des outils qu'ils avaient avec eux, de la qualité du réseau de leur établissement, ils se sont jetés dans quelque chose et sans bien savoir où ça allait les mener. Et ils sont montés en compétences comme ça, petit à petit, jusqu'à quelques années plus tard, animer des formations auprès de leurs pairs. Et donc, moi, je crois beaucoup aussi à cette dimension du saut dans le vide, en fait. Et voilà. Et donc, bon, c'est facile à dire et c'est pas facile à faire, mais je pense que, je sais pas, c'est la phrase de Valérie que j'adore. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et en fait, il y a un peu un truc comme ça dans ce qu'on a rencontré. En fait, ils se sont lancés dans quelque chose sans trop savoir où ça allait les mener, parfois sans bien comprendre même les objectifs qui étaient les leurs pédagogiquement. Et puis, ça s'est affiné en cours de route. Et puis, ça s'est amélioré. Et puis, ça s'est perfectionné. Et puis, c'est devenu des choses vraiment extrêmement belles, quoi. Pédagogiquement, c'est vraiment assez beau.
Donc voilà, sautons dans le vide et osons, pour reprendre ce terme, ce verbe qu'on retrouve dans l'intitulé de cette rencontre. Et puis pour revenir, ça prend du temps de sauter dans le vide. Voilà, ça prend du temps. Ça ne se fait pas tout de suite. Et les petits pas, voilà, ça demande un petit peu de temps. Et peut-être aussi oser sauter dans le vide avec les élèves, c'est-à-dire leur dire, les enfants, on va essayer quelque chose, je ne suis pas sûr d'y arriver, on va tenter le truc. Et puis voir à la fin de la séance et faire le bilan avec eux. Et ça, faut qu'il y ait aussi ce lien avec les élèves, de confiance dans la classe avant d'y arriver, quoi. Mais je pense que les élèves adorent, et ils adorent sauter dans le vide, les enfants, de manière générale. Et en plus, c'est une belle expérience d'enseignement, je trouve, de sauter dans le vide avec ses élèves. Ça peut être très excitant, c'est un peu glissant, et ça peut être un petit peu casse-gueule, pour prendre une expression un peu familière, mais je pense que ça aussi, ça génère beaucoup d'excitation, d'enthousiasme et de plaisir de ne pas bien savoir, et qu'eux sentent que leur enseignant lui-même va dans des endroits qui ne sont pas sa zone de confort. Ouais. Alors, il est 15h28. Pardon, Stéphanie, je Non, j'allais donner la parole. Non, j'allais dire, il est 15h28, peut-être qu'Evelyne… Nous sommes raccords, c'est super. Alors, sauf s'il y avait une dernière petite question, j'attends 2 secondes, si quelqu'un lève la main. A priori, non. Donc, il est en effet 15h28. Moi, je suis ravie de l'échange qu'on vient de faire et je pense que nous venons de sauter dans le vide, là. Une première étape véritable, partagée autour de ce que vous avez pu exprimer tous les deux et les partages que nous avons eus. C'est vraiment je reviens quand même sur ce que vient de dire Sébastien sur le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Je pense que c'est d'une vérité criante et je pense qu'elle est vraiment intéressante comme petite phrase de conclusion. Je n'irai pas plus loin. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est évidemment merci Stéphanie et Sébastien pour le temps que vous avez pris avec nous, le temps que vous passez pour toutes ces vidéos. Enfin voilà, c'est un travail extraordinaire. Et le mot pépite et trésor, on le garde pour tout ce qui se vit et ce qui se vivra à la suite. Moi, je vous donne rendez-vous avec Stéphanie la semaine prochaine avec Lucille Boncompin autour des projets. On a parlé des projets justement qui sont mis en valeur. Ce qui peut être intéressant, c'est de dire comment on les travaille en amont, comment on les fait vivre à nos élèves, comment on les construit et quelles pistes on peut vous aider pour en créer davantage et repositionner un petit peu les choses. Et avec quelqu'un qui l'a vraiment pratiqué, il le pratique à la fois. Elle l'a pratiqué en micro et elle le fait maintenant en macro. Donc, ça peut être hyper intéressant pour la taille de l'établissement aussi. Donc, merci à tous. Il est 30. Je vous dis à très vite et bonne fin de semaine. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.